et bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter tout d'abord. Angélica Calvé, je suis spécialiste en agilité organisationnelle à CS Horizon et je suis co-vice-présidente SINOP Nouvelle-Aquitaine. Je vais co-animer ce débat avec Stéphanie Bovin-Champeau. Elle est spécialiste en coaching stratégique des dirigeants et médiatrice à SBC Conseil. Elle est vice-présidente de la fédération EMCC, European Mentoring Coaching Council, France. Alors, cette webconférence vous est proposée et s'inscrit dans les cycles de rencontres des transformations des organisations qui sont proposées par SINOP Nouvelle-Aquitaine. Et juste avant de commencer, je vous propose, on va se mettre d'accord avec quelques règles de fonctionnement, car nous sommes nombreux. Il y a plus de 140 personnes inscrites. Donc, merci beaucoup d'être tous là pour ce débat passionnant sur le leadership. Donc, notre timing est estimé à 1h15 environ. On aura une dizaine de minutes pour les présentations et conclusions, avec 35 minutes pour notre débat et 30 minutes pour répondre à vos questions. Juste, s'il vous plaît, vu qu'on est nombreux, essayez d'avoir vos micros arrêtés. Et vous voyez pour la bande passante que vous avez, pour les caméras, peut-être les éteindre. C'est vous qui voyez. Et puis, vos questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure sur le chat et on va les prendre sur la session des questions et réponses. Si on a le temps, on aura des échanges, mais je ne pense pas qu'on aura assez de temps. On verra plus tard. Donc, sans me tarder, je vais commencer par la présentation de nos intervenants. Sarah Saint-Michel, elle est experte en leadership des femmes et des hommes. Elle est co-auteure du livre Hommes, Femmes, Leadership, Mode d'emploi, édition Pearson. Elle est maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, responsable du diplôme d'université Développer son leadership à l'ère du digital. Elle est fondatrice de Win With It. C'est un cabinet de conseil en formation spécialisée en développement du leadership. Puis, David Adjadj, il est expert en processus de changement situationnel, ce qu'on appelle le leadership transformationnel, et stratégie des dirigeants qui l'accompagne en tant que coach superviseur depuis de nombreuses années. Il est Global Executive Coach à Alveolis, c'est le nom de son cabinet de conseil. Il est auteur du livre Leader 3.0, édition AFNOR, dont ces livres apportent un regard précis sur le leadership et les relations humaines dans le monde digital. Et David est aussi un des fondateurs de ICF, c'est the International Coaching Federation en France, et président du syndicat CIMAX, donc qui rassemble les syndicats de coaching en France. Et je précise que CIMAX est un syndicat affilié à la fédération SINOV. Voilà pour nos invités aujourd'hui. Stéphanie, c'est à toi. Il faut que je mette le micro. On va commencer peut-être par les chiffres clés. Les chiffres clés. Alors, est-ce qu'on les voit? L'option affichage. Est-ce qu'ils sont à l'écran? Parce que en fait, je ne les vois pas, moi. Là à l'écran, on a marqué chiffres clés, donc je pense qu'il faut changer de slide pour avoir quelques chiffres. Ok, donc je te laisse, Sarah. D'accord. Mais écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Du coup, on m'avait demandé quelques chiffres clés autour du leadership. Et donc, je me suis permis de vous en tirer
3, je crois. Donc, le premier, c'est une étude qui a été menée en neurosciences et sur des jumeaux pour observer à la fois l'effet de la génétique et l'effet du contexte sur l'émergence du leadership. Et cette étude est assez intéressante parce qu'elle nous montre qu'effectivement, il y a une grande idée reçue sur penser que le leadership, c'est inné. On imagine voilà, qu'il y a des leaders qui sont nés, qui sont naturellement charismatiques, et puis il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont pas du tout de leadership. Et cette étude met en lumière qu'effectivement, c'est vrai, il y a une part de leadership qui est innée. Il y a des prédispositions pour émerger en tant que leader et ils évoquent l'existence d'un gène qui permet en fait de prendre des décisions très sereines dans des environnements mouvants en fait. Donc ils ont une certaine stabilité émotionnelle et une capacité à partager, donc une extraversion, une capacité à partager auprès des autres. Mais il faut bien avoir en tête que cette part innée, elle est relativement faible, elle est à 24%. Et donc, cette étude montre qu'il y a 76% du leadership qui s'acquiert. Et ils nous disent, ces chercheurs, que cela s'acquiert par tout d'abord la motivation, la volonté à faire preuve de leadership. Et puis ensuite, par l'apprentissage. Ils nous disent que le leadership, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est un marathon, que ça s'acquiert au fil des expériences par cette capacité d'apprentissage, de résilience et de remise en question pour être plus influent et fédéré autour de soi. Donc, ces premiers chiffres-là, sur la part innée et la part acquise. Stéphanie, on peut changer, voilà. Ensuite, une deuxième information sur le leadership. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, on est dans cette notion où c'est bien, effectivement, aujourd'hui, on a des très bons managers. Donc, le management, c'est vraiment de fixer le cadre, de faire en sorte que les process soient respectés, qu'on ait la bonne personne au bon poste, de faire en sorte d'avoir des actions de correction si les objectifs n'ont pas été atteints. Donc ça, c'est du management, c'est de fixer le cadre de fonctionnement. Et le leadership, en fait, c'est la chose en plus, c'est de donner du sens à l'action, de partager une vision, de partager de l'émotion, en fait. Et les études montrent que la différence entre le leadership et le management, elle a un impact à la fois en termes financiers. Donc, les études montrent que quand on fait preuve de leadership, on a plus 20% de performance financière. Ces études ont été menées sur des dirigeants, et en fait, c'est des études ce qu'on appelle longitudinales qui ont été effectuées sur 5 ans et on observe en fait l'impact de la performance du leader, de son discours, la manière dont les acteurs, les parties prenantes s'inspirent et s'imprègnent de la vision du leader et donc ça a un impact sur la performance financière. Et puis le deuxième élément sur le leadership, ça a un impact aussi sur la performance RH. Donc moi, derrière la performance RH, j'ai mis l'engagement des collaborateurs, la confiance envers le leader, la fidélisation au travail et le bien-être. Et en fait, le leadership, quand on a des managers, quand on a des dirigeants qui font preuve de leadership, qui sont à proximité de leur équipe et qui partagent une stratégie, une vision claire, et ça a un impact direct sur la performance et l'engagement des collaborateurs. Plus 60%, c'est assez important à souligner. Ensuite, le troisième chiffre en matière de leadership, c'est l'idée que nous avons beaucoup de représentations, beaucoup de stéréotypes en matière de leadership. Et quand moi, j'avais commencé ma thèse, je demandais à des personnes lambda de me citer de grands leaders et automatiquement, 9 personnes sur 10 me citaient un homme fort, puissant et charismatique. Donc, certains citaient le général de Gaulle, d'autres Barack Obama, d'autres Steve Jobs, mais en tout cas, l'image du leader et notre représentation du pouvoir, elle est masculine. Et donc, seulement 1 personne sur 10 pensait automatiquement à une femme. Donc, c'est important d'avoir en tête que nos représentations du pouvoir, elles sont extrêmement masculines et que ça vient des stéréotypes de genre qui sont acquis très tôt, dès l'âge de 6 ans. Un petit garçon et une petite fille auront des attentes stéréotypées sur le rôle des hommes et des femmes dans nos sociétés. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête, notamment quand on va faire émerger des leaders, quand on va recruter de nouvelles figures du pouvoir. C'est important d'avoir ça en tête, de ne pas reproduire toujours les mêmes modèles de leadership parce qu'on perd des compétences et des talents disponibles. Et il y a une étude du Forum économique mondial qui nous indique que si on ne change pas nos représentations en matière de pouvoir, il nous faudra attendre 100 ans pour atteindre l'égalité professionnelle en France.
Donc, il est temps, voilà, de changer nos modèles, de changer nos représentations pour faire bouger les choses. Voilà, j'ai terminé mes 3 chiffres. Merci beaucoup. J'arrête le partage et je te laisse, Stéphanie. Merci beaucoup, Sarah, de cette présentation très, très parlante et pertinente. Moi, j'ai envie de te poser déjà des questions dessus, mais avant tout, on a envie de commencer quand même par le leadership. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc là, je m'adresse à Sarah ou à David. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de leadership? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? David, je te laisse commencer. Ah, si tu veux, effectivement. Peut-être que dans cette notion de leadership, on va peut-être parler beaucoup plus de une force d'engagement qui va être peut-être une clé vraiment importante au fond en termes de posture dans une entreprise ou en même temps dans la vie sociale. Je crois que la notion de leadership, c'est comment quelqu'un s'engage avec force, avec conviction, avec empathie aussi par rapport aux gens qui l'entourent et au contexte dans lequel il peut être. Et en partageant cette force d'engagement et cette empathie et ces convictions, il est capable d'emmener au fond des personnes, des systèmes, des projets avec lui dans son sillage pour réaliser des choses. C'est quelqu'un qui agit plutôt qu'il réagit, donc c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui emmène avec lui ou qui a à cœur d'emmener avec lui. Voilà. Sarah? Je rebondirai sur ce que David a dit. Effectivement, il y a cette forme d'engagement personnel. Hein, c'est que, donc, déjà, la définition, nous, en tant que chercheurs du leadership, on définit ça comme un processus d'influence par lequel un leader influence, motive, fédère, nourrit un collectif de travail en vue d'atteindre un objectif qui serve le bien commun. Donc, il y a cette notion de processus d'influence où on ne va pas influencer par la sanction ou la récompense, mais vraiment par des qualités personnelles, des qualités intrinsèques au leader. Donc, on va suivre un leader parce qu'il a des valeurs qui nous inspirent, parce qu'il a un comportement exemplaire, parce qu'il voit les choses différemment. Donc, on va suivre un leader par ses qualités personnelles. Donc, en gros, faire preuve de leadership, c'est un peu se mouiller, en fait. C'est vraiment se dévoiler, transmettre des émotions, transmettre des idées, transmettre des choses qui nous tiennent à cœur, parce que voilà, ça va générer et nourrir le collectif et les gens qui sont autour de nous. Pour moi, ça va au-delà de la notion d'influence. C'est-à-dire que c'est une notion d'influence, parfois, en termes de sémantique, elle peut être prise d'une certaine façon. Moi, j'aime bien la notion de quelqu'un qui donne envie, en fait, qui vient quelque part appuyer sur un bouton d'envie chez nous et qui va effectivement, à partir de cette transmission de l'envie, faire des choses avec d'autres et donner cette envie aux gens d'aller, de se rassembler pour faire quelque chose. Par rapport à ce que nous a montré Sarah tout à l'heure sur justement le stéréotype qui est très masculin du leader, ce que vous dites là, ça peut être tout à fait une femme qui le porte. Donc, qu'est-ce qui fait la différence en fait? Comment? Enfin, j'ai pas très bien compris la question. Là, sur ton slide, Sarah, donc le leader et la notion du leader est masculine. Oui. Donc, 9 personnes sur 10, ce sont des femmes qui sont citées. Et donc, alors que ce que vous décrivez comme notion du leadership et du leader qui donne envie, qui est quelqu'un qui est dans le processus d'influence, de transmettre ses valeurs, du bien commun, qu'est-ce qui peut faire que justement cette notion de leadership peut-être ne soit plus avec un stéréotype aussi fort du masculin? Alors, vas-y, Sarah, vas-y. Non, vas-y, David. Vas-y. Alors, moi, j'aimerais bien sortir du genre, en fait, me dire, et croire à ça, au fond. Vraiment croire que leadership, homme-femme, égalité. Sauf que dans la vraie vie, on le sait tous, c'est pas ça. C'est-à-dire que sur le champ culturel, dans pratiquement tous les pays du monde, il y a toujours cette masculinité qui est là et qui fait qu'effectivement, la représentation du leader,
de la personne qui est capable d'emmener avec lui et donner envie, c'est plutôt un homme. Mais je crois qu'au fond, pour vraiment avoir rencontré beaucoup de leaders féminines, peut-être qu'il y a une sensibilité différente. Et peut-être que justement sur cette part dîner, je ne sais pas si l'étude a été jusqu'à aller voir si la part dîner chez les filles était plus importante que chez les garçons, mais j'aimerais le croire en fait. Alors, du coup, je rebondis. En fait, l'étude a montré qu'il n'y avait pas de différence de genre sur cette part dîner. Par contre, sur la part d'acquisition, en fait, il y a bien souvent sur ces notions de stéréotypes, c'est porté par notre société et des fois, c'est porté par les femmes nous-mêmes, en fait. On se met des barrières et on n'ose pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Sur ta question, Stéphanie, sur la représentation du leader, en fait, effectivement, on a une représentation du leader qui est très masculine. Et c'est, là, je le vois dans le chat, le fameux plafond de verre. En fait, ce que les études montrent, c'est qu'aujourd'hui, le plafond de verre, il est encore présent, mais il est craqué, en fait. On a quand même plein de beaux modèles de leadership féminin. Et donc, ce que j'ai pu démontrer à travers mes études, c'est que le genre, le fait d'être un homme ou une femme, n'avait pas d'impact sur son style de leadership. C'est pas parce que je suis une femme que je serai un leader naturellement collaboratif, bienveillante et dans l'empathie. Et inversement, c'est pas parce que je suis un homme que je serai automatiquement autoritaire, directif et dominant. Non. En fait, les résultats de mes études, ils ont montré que le sexe du leader n'a pas d'incidence sur les comportements de leadership. Il y a des comportements de leadership qui sont efficaces, et ce, quel que soit le sexe de l'individu. Par contre, c'est vrai… Oui, vas-y, David. Et je rajouterais l'élément situationnel, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, le contexte et la situation va faire émerger un leader, soit un homme ou une femme, en fonction de ce qui va se passer. Et là, il y a une prise en charge à un moment donné qui va faire que quelqu'un va se présenter, va prendre le pas et puis va donner envie d'emmener et puis de le suivre. Exactement. Sur l'effet contexte, en fait, les résultats de mes travaux de recherche montrent qu'effectivement, dans des environnements où les individus tiennent des stéréotypes assez élevés sur les attentes des hommes et des femmes, là, ça a une répercussion sur la perception du leadership. Donc, en fait, dans les environnements où il y a de la diversité, où c'est inclusif, où on n'a pas d'attentes stéréotypées, eh bien, on fait émerger des talents aussi bien hommes que femmes, et cette représentation du leader assez archaïque, pour moi, elle n'est plus dans ces environnements-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser aux stéréotypes et à nos représentations du pouvoir. Merci beaucoup, Sarah. Et en tout cas, ça va tout à fait dans le sens de ta première slide où tu disais que ça ne correspondait qu'à 20% de l'inné. J'ai envie de passer à une deuxième question qui est mais quelles conséquences le leadership transformationnel va avoir par rapport à cette pandémie, puisque la pandémie a un petit peu tout bousculé. Donc, qu'est-ce que va devenir le leadership de demain, en fait? Est-ce que vous voyez des évolutions Alors, je commence, Sarah, tu veux bien? Oui, vas-y. Ou tu veux y aller? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je crois que, justement, l'après-pandémie va faire émerger d'abord des leaders, mais va faire émerger un fort besoin de leadership, un fort besoin de leaders, un fort besoin de personnes qui s'engagent et qui ont, au-delà de la bienveillance, mais au fond, cette notion d'empathie forte pour ce que les uns et les autres ont pu vivre pendant la pandémie, dans leur vie perso, autour d'eux, et qui soient capables de passer l'humain avant l'organisation et avant effectivement l'opérationnel, et d'avoir un regard vraiment tourné sur les hommes et leur ressenti, leur vécu, leurs besoins humains, pour pouvoir, après ça, connecter avec les besoins de l'organisation, les besoins opérationnels, les besoins effectivement de règles nécessaires dans un collectif et dans une entreprise. Et donc,
aujourd'hui, je crois plus que jamais encore, on a besoin de vraiment leadership, de gens qui vont être capables de s'engager humainement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, David, sur le fait qu'effectivement, cette crise, elle a placé l'humain au centre, l'humain au cœur. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une étude qui a été publiée dans Harvard Business Review tout récemment et qui montrait que les managers qui, pendant la crise du Covid, ont su justement placer au centre leur équipe, ont su prêter attention aux besoins de leurs collaborateurs, ont eu ces temps d'échange malgré la distance, malgré la visio, et ben, ils ont eu un taux d'engagement et de satisfaction de leurs collaborateurs beaucoup plus important que les managers qui n'ont pas pris le temps de prêter attention à leurs collaborateurs, prêter attention aux attentes. Donc effectivement, placer l'humain au centre, et ça va être vraiment décisif. Et puis de manière plus globale, là on est en train de traverser une crise, enfin pas une crise, mais une transformation majeure avec l'ère digitale. Et les chercheurs nous disent bien qu'on est à un tournant où soit on va placer l'humain au centre et justement faire en sorte qu'il y ait une synergie avec cette transformation digitale et faire en sorte que ça génère de la productivité et de la performance positive, ou soit au contraire, ben, on va se détacher de l'humain et on va perdre ce sens, on va perdre ce sens au travail et ce qui nous motive et nous transcende. Donc c'est vraiment important, voilà, de placer l'humain au centre. Ouais, je crois que le vrai danger dans cette reprise, pardon, excuse-moi, dans cette reprise post-Covid, ce serait effectivement de manager. Bizarrement, au fond, évidemment qu'on a besoin de management et évidemment qu'on a besoin de structure et d'organisation et de finances. Mais là, avec ce que les uns et les autres nous avons pu vivre pendant cette pandémie, on a besoin au fond de ce sens d'empathie professionnelle, au fond, qui est juste comment on est dans la considération des uns et des autres dans un système, dans un collectif. Comment fait-on? Parce que là, avec la pandémie, on est passé vraiment à l'ère du digital. Donc, ce côté humain d'attention à ces équipes est difficile. Pour le moment, on n'est pas tous revenus à du présentiel partout. Donc, il y a des Zooms ou des réunions, en tout cas, qui sont à heure fixe. Il n'y a plus cet échange inconditionnel que l'on pouvait faire qui permettait justement de savoir où on était les uns et les autres, de pouvoir se recaler avec eux. Donc, comment est-ce que vous voyez justement cette évolution, comment est-ce qu'on va mettre l'humain avec cette technologie qui nous sépare en fait? David, tu veux commencer? Je t'en prie, vas-y. En fait, du coup, je pense que effectivement, les conditions sont différentes, mais le sens du leadership, c'est le même. Le leadership, c'est de partager une vision, c'est de partager des convictions, c'est de partager des valeurs. Et ça, bah, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, bah, effectivement, le moyen, il est différent, mais l'intention, elle est toujours la même. Donc, en fait, c'est ça. Avoir du leadership et faire preuve de leadership, c'est déjà se questionner sur voilà, quel est le sens que je donne à l'action du quotidien? On fait tout ça, pourquoi? Parce que quelle est la finalité d'un point de vue stratégique? En fait, c'est de faire parler le quotidien, c'est de donner du sens à l'action. Et ça, après, bah, une fois qu'on sait où on veut aller, on sait qu'on donne du sens à cette action, bah, après, c'est à nous bah, de mettre des micro-process, des micro-étapes pour partager ça et intéresser les autres, les inspirer dans le quotidien. Je crois que, pour aller dans ton sens, Sarah, hein, c'est effectivement à partir du sens. Et en même temps, il y a peut-être des préliminaires importants, en tout cas une préséance importante de s'intéresser vraiment aux personnes. C'est-à-dire que si on pose du sens ou si on pose quelque chose, évidemment pour emmener les gens, parce que ben, bien sûr qu'il faut bien démarrer, il faut bien redémarrer, mais en même temps, peut-être que
dans toutes ces réunions en visio, dans toutes ces réunions qu'on peut avoir par Zoom, par Teams et autres, c'est de prendre ces 2-3 minutes. Nous, on l'a fait avant de démarrer, c'est-à-dire que le temps de s'accueillir, le temps de voir comment on va bien, le temps de… et donc, ces 2-3 minutes, je vous assure que c'est souvent en entreprise, on a la sensation ou l'impression que c'est un temps perdu, mais c'est un vrai bénéfice pour chacun de prendre ce petit temps d'intérêt pour l'autre, pour chacun. Même quand on est nombreux comme ça, pratiquement de dire bonjour à chacun en l'appelant par son prénom et en lui demandant comment ça va, et avoir cette intention personnelle d'intérêt de l'autre. Et je crois que si on fait ça, on va savoir effectivement utiliser aujourd'hui tous ces outils digitaux. Stéphanie, ton micro est coupé. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ces réponses, Sarah et René. Je voudrais maintenant aborder, parce qu'en plus j'ai vu cette question qui est passée et elle me taraude, c'est quoi la différence entre un manager et un leader? Alors, d'abord, en fait, on pourrait parler de différents types de managers, peut-être, pour commencer. En fait, on va avoir différents niveaux dans le management et peut-être que ces niveaux de management, ils sont aussi en fonction du nombre de personnes et du niveau de responsabilité qu'on peut avoir. Après, au-delà de ça, on va avoir des managers, maintenant c'est ce qu'on utilise, des managers intermédiaires, des managers de projet, des managers de managers. Ce qui n'empêche pas que pour les uns et les autres, ils puissent aussi être des leaders. Et ça ne veut pas dire que ces managers, quels qu'ils soient forcément des leaders. Après, on peut s'intéresser à qu'est-ce que fait le manager de différent par rapport au leader. Et là, effectivement, on pourrait dire que sans que ce soit péjoratif pour le manager, mais il va avoir tout l'aspect structurel. C'est-à-dire que le manager, il est responsable de l'organisation, il est responsable de l'opérationnel, il est responsable des finances, il est responsable du quota humain et du bien-être humain, au fond. Il est comptable de ça et recevable de ça vis-à-vis de son organisation. Le leader, lui, va avoir, il va avoir évidemment d'autres responsabilités, mais celle d'emmener des gens, des équipes pour réaliser quelque chose. Et peut-être la grande différence est là, entre le côté opérationnel, organisationnel, et le côté, encore une fois, plutôt humain, donner envie, engager et emmener les gens à s'engager avec lui dans un processus, dans un contexte d'entreprise. Ça voudrait dire que le manager ne le fait pas? Il le fait différemment, il le fait dans la transaction, il le fait par rapport au contrat, il le fait par rapport à un bénéfice, il le fait par rapport à la règle, alors que le leader, lui, il va le faire essentiellement par rapport à l'engagement humain. Peut-être c'est la grande différence, c'est-à-dire que le manager, lui, va être dans la transaction et le leader va être plutôt dans le côté transformationnel qui permet effectivement de se dire, laissons la transaction de côté, elle existe, le résultat est important, il existe, on doit y veiller, mais on peut peut-être le réaliser d'une autre façon. Sarah, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, souvent, quand j'évoque la différence entre manager et leader, la question c'est est-ce que tous les managers sont des leaders? Et la réponse souvent, je dis bah oui, un manager sera un leader s'il parvient à motiver, encourager, inspirer son équipe. Là, il fera preuve de leadership. Par contre, un manager restera manager uniquement en raison de son titre ou de sa fonction. Et typiquement, quand on pose cette question-là,
la question à vous poser, c'est si demain, votre directeur, si votre directeur ou votre supérieur hiérarchique, il avait plus sa fonction de directeur ou de supérieur hiérarchique, est-ce que vous allez quand même le suivre? Et si vous allez quand même le suivre, c'est qu'il ou elle fait preuve de leadership, parce que vous allez le suivre par ses idées, ses valeurs, ses convictions. Cette chose en plus qui vous inspire, en fait. Après, c'est super important d'avoir en tête que le management et le leadership, c'est lié. Un bon leader, il a besoin d'avoir d'un aspect managérial, d'avoir des process, d'avoir une routine, d'avoir un cadre clair. C'est vraiment important. Parce que le risque du leadership, c'est que derrière, on soit perpétuellement dans le changement et qu'on ne voit plus vraiment la finalité. La finalité, ouais. Donc, c'est vraiment important de lier les deux. Mais si on veut passer, si on est un très bon manager et qu'on veut passer au stade du leadership, là, il va falloir transmettre de l'émotion, transmettre du sens, transmettre ce petit plus qui génère une performance exceptionnelle, en fait. Et pour des managers qui n'ont pas forcément tout à fait la fibre de leader, s'appuyer sur des leaders naturels dans leur équipe qui peuvent, en étant en alliance ensemble, qui peuvent effectivement être les transmetteurs humains du processus organisationnel. Et en fait, je crois que c'est important pour un manager aujourd'hui d'avoir cette transformation-là. C'est-à-dire qu'hier, on demandait aux managers de faire, d'être responsables et puis d'emmener ces gens et de réaliser des résultats. Peu importe l'humain, on y va. Et aujourd'hui, on pourrait emmener les managers à dire regardez votre équipe. Si vous n'avez pas forcément cette fibre autant développée que c'est nécessaire de leadership, regardez dans votre équipe. Vous avez forcément des gens qui ont un leadership naturel, que les autres écoutent, que les autres entendent, que les autres aiment bien suivre. Faites alliance avec. Faites alliance avec lui parce qu'il va vous accompagner dans votre management. Il va vous faire réussir votre management. Et c'est grâce à cette alliance-là que ça va marcher. En fait, en vous entendant, le leader, il est tellement convaincu du bien fondé de sa vision, du sens qu'il met dans ses actions, du bien commun vers lequel il va, que en fait, tout rayonne autour de lui. Et alors que le manager qui n'est pas leader peut être encore, ce que tu disais, René David, dans le contrat, on dit je vais atteindre mon objectif et voilà, faire bien mon travail, je suis responsable, mais en fait, je ne suis pas convaincue jusqu'au trip de mon action. Mon action est simplement pour bien faire, alors que le leader, peut-être, il va vouloir… En fait, il incarne complètement son objectif. Est-ce que ça serait ça ? En fait, il faut bien penser que le management a subi ou a vécu un certain nombre de transformations. On est passé du management hiérarchique, pyramidal. Effectivement, il y avait le patron tout en haut et puis tout le monde disait. Ensuite, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus un peu plus fluide. Ensuite, on a essayé la pyramide inversée pour voir ce que ça donnait. Et aujourd'hui, on est sur un processus en réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui peut être à différents endroits et qui a des connexions partout. Or, le manager, il a et la responsabilité d'un processus et d'une organisation et donc avec peut-être une information pyramidale, mais en même temps, il a aussi et il doit aussi aujourd'hui être capable de se mettre en réseau. Si on a ces deux systèmes qui se mettent en phase, tout va bien. Et ce qui est important, ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est important qu'on ait toujours ça en tête, c'est que il n'y a pas de leader inné, on peut le devenir, on l'apprend, et en même temps, un manager, on va l'apprendre aussi, le management, et on peut de manager passer à leader. Et il y a plein de managers qui sont des managers, qui sont des leaders qui s'ignorent, j'imagine. C'est bien pour le coaching. Et justement, comment par rapport à ce que tu viens de dire, René David, donc ce manager qui va devenir leader,
Donc, il peut regarder autour de lui et essayer de modéliser. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un point de vue peut-être émotionnel, soft skills? Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu plus sur le sujet? Sarah? Effectivement, en fait, ce que les études montrent, il y a une étude assez intéressante de Goleman, qui est le père fondateur de l'intelligence émotionnelle. Donc, cette étude montre que 90% de différence de performance entre des leaders, ça ne vient pas de leur hard skills, de leurs compétences techniques, mais de leur score en intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de ses émotions. Donc, c'est être conscient que, par exemple, en situation de stress, on agit de telle façon. Être conscient qu'en situation d'incertitude, on agit aussi de telle façon. En fait, c'est d'être conscient de ses émotions et de l'impact que l'on a sur les autres. Donc, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Et puis, c'est également cette notion d'empathie, être capable de se positionner à la place de l'autre, être capable de comprendre son mode de fonctionnement, son raisonnement. Et puis, c'est également tout ce qui va être les compétences sociales, être capable de faire émerger des talents, être capable de créer un réseau, être capable de créer une communauté autour de soi. Donc, cette étude-là montre que voilà, les leaders qui génèrent une performance supérieure aux autres sont capables et maîtrisent leur score d'intelligence émotionnelle mieux que les autres. Et pour rebondir, pour aller plus loin par rapport à ça, si je fais le lien entre ce que Sarah nous dit par rapport à l'étude de Goleman, si on prend un manager qui peut avoir conscience de ça et qui se passe tranquillement sur la transformation, c'est-à-dire qu'il arrive effectivement au-delà d'aimer son organisation, son structure, son opérationnel et ses finances, commencer à aimer l'humain, première chose. Deuxième chose, avoir confiance en lui. Ce qui va l'amener à faire confiance à ses équipes, à chacune des personnes qui travaillent avec lui. À avoir du courage, le courage de communiquer, mais le courage simplement de prendre et la place de manager et la place de leader. Et effectivement de l'idée des changements, quels qu'ils soient, c'est-à-dire vraiment, cette notion de courage est vraiment quelque chose d'important, mais sans les deux niveaux de confiance, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, on peut avoir cette transformation qui peut se faire. Et aujourd'hui, je crois que, alors vraiment, c'est peut-être mon côté très optimiste, mais je crois que beaucoup de managers sont en train de prendre cette voie tranquillement parce que c'est l'air du temps, mais aussi parce que je crois que les gens ont compris quelque chose et puis parce que je crois que le monde a changé en bien par rapport à ça et que les managers ont compris ou comprennent qu'effectivement, il y a un besoin d'empathie, mais un besoin le mot m'échappe, mais en fait, un besoin de confiance en l'autre pour construire du collectif et de jouer collectif surtout. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps tourne et puis Angelica aimerait bien pouvoir avoir des échanges avec l'ensemble de l'assistance. Donc, ma dernière question se tournera autour de la gouvernance. En fait, la gouvernance de demain, pour vous, comment est-ce que vous l'imaginez, donc ce leader transformationnel, comment est-ce qu'il va gouverner? Tu veux y aller, Sarah, là? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, et moi, j'ai deux mots qui me viennent sur cette question-là. Je me dis, c'est faire preuve d'agilité cognitive. C'est-à-dire pour moi, aujourd'hui, un leader transformationnel, pour vraiment remplir et conduire la gouvernance d'un système, d'un contexte, d'un projet, il doit être agile cognitivement. C'est-à-dire que vraiment, il doit savoir penser à différents niveaux, à différentes choses en même temps et être capable de changer, de faire des essais. En fait, il doit être à lui tout seul un processus de start-up.
qui est dans l'essai-erreur et de se dire, OK, ça marche pas, c'est pas grave, je vais essayer autre chose et je vais emmener mes gens, même, et à chaque fois réessayer et puis pas lâcher. Et puis, effectivement, s'il y a cet engagement-là, ben, il va y arriver. Mais c'est agilité cognitive, voilà. Ce qui me vient, pardon. Mais c'est assez intéressant ce que dit David, parce que ça me fait penser à une étude qui avait été faite par un grand cabinet de conseil qui disait, voilà, effectivement, cette agilité cognitive, c'est indispensable face aux transformations de demain. Et donc, il nous disait, pensez différemment, voir les choses sous un angle différent. C'est bête, la dernière fois, ma fille, elle s'allongeait par terre et je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai, on a un autre point de vue en fait, quand on est allongé par terre. Donc voilà, voir les choses différemment, prendre un autre point de vue, ça nous permet aussi d'avoir cette empathie, peut-être de mieux répondre aux attentes de nos clients, de voir un aspect qu'on n'avait pas vu. Donc penser différemment, réagir différemment aussi, se comporter différemment, se mettre voilà, à la place de l'autre, être altruiste, empathique, pour mieux comprendre les attentes et les besoins. Et puis, c'est aussi voilà, de trouver sa vision. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de délivrer? Quelle est notre vision, notre chemin qu'on a envie de partager? Parce qu'une fois qu'on sait ça, bien après, on arrive à nourrir et à fédérer autour de soi. Et avec humilité, je crois qu'il faut aussi qu'on dise, parce que cette notion de leader, ça pourrait donner aussi, là on en fait quelque chose d'extraordinaire, hein. Je sens bien, Sarah et moi, on est en train de nous faire un tableau fabuleux du leadership. Mais en même temps, il ne faudrait surtout pas qu'on prenne la grosse tête et qu'on reste au fond assez humble et assez modeste, parce qu'en fait, il s'agit simplement au fond, de savoir comment on travaille les uns avec les autres pour construire quelque chose tous ensemble et qui ait du sens pour tous. Je crois que c'est ça, au fond, pour moi, quelque chose qui serait le leadership et de la gouvernance. Oui. Et il faut bien, enfin, justement, sur cet aspect d'humilité, c'est important aussi d'avoir en tête que bah, voilà, des leaders qui sont très charismatiques, qui prennent beaucoup de place, ça peut aussi avoir des effets délétères, ça peut aussi avoir des effets contre-performants. Souvent, beaucoup de charisme, c'est associé aussi à du narcissisme, à de la psychopathie. Donc, il faut aussi prendre du recul sur cette notion de leader. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un leadership partagé avec les membres de notre équipe, pour justement nourrir une performance qui est dans le bien-être, dans la durabilité, et pas quelque chose dans lequel on s'étouffe et on se noie. Donc, c'est aussi important de prendre du recul sur cette notion de leadership. Juste pour terminer, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah. C'est-à-dire que celui qui est charismatique ne serait pas dans l'écoute pour toi? En fait, souvent, le charisme est associé avec des traits de personnalité. Nous, on appelle ça, les chercheurs, le dark side, des effets plutôt négatifs de la personnalité. Donc, c'est souvent beaucoup de charisme. C'est souvent associé à du narcissisme et un désir, une volonté, voilà, d'être au centre, très influent, voilà. Donc c'est important aussi de prendre du recul et d'avoir du recul sur le leadership. Et puis parce que aussi les études montrent que quand il y a quelqu'un de très charismatique qui s'en va, ça génère une baisse de performance assez incroyable. Donc c'est aussi important de penser la succession d'un leader charismatique. Qu'en est-il? Donc, c'est aussi de prendre du recul et d'avoir en tête que le charisme, c'est souvent associé au leadership, mais le leadership, c'est pas que le charisme. Le leadership, c'est ce qu'on a vu, c'est plein d'autres comportements, c'est le fait de partager, le fait de faire confiance en l'autre. Enfin, voilà, c'est plein d'autres comportements que le charisme, parce que souvent, on associe intuitivement leadership et charisme. On a des leaders qui ne sont pas forcément charismatiques, mais parce qu'ils sont exemplaires, parce qu'ils pensent différemment, ils font preuve de leadership. Voilà. C'est peut-être ça qu'il faut apprendre à véhiculer. Oui, peut-être. ce nouveau concept. Et je vois qu'il est 17h47, nous avons 2 minutes de retard, mais je pense que j'ai à peu près tenu ce timing. Je vous remercie infiniment, Sarah et René David. Merci à toi. Je vous propose de passer maintenant aux réponses. On a quelques questions ici. Et bien justement, pour rebondir sur le leadership et le charisme, il y avait une question qui était posée tout à l'heure sur quelles sont les nuances, les différences entre le leadership
et les charismes. Et c'est une question qui a été posée de manière différente 2 ou 3 fois par nos auditeurs, auditrices. Est-ce qu'on aurait à dire par rapport à ce que tu disais, Sarah, le charisme, c'est un composant de leadership, on pourrait dire ça? Oui. Oui, effectivement, pour moi, le charisme, c'est une des composantes du leadership. Il y a plein d'autres composantes du leadership que le charisme. Et en fait, en tant que chercheur, nous, on définit le charisme par le fait, donc il y a déjà la notion d'art oratoire, la façon de s'exprimer. Il y a aussi la capacité à être impactant, à délivrer des messages très impactants. Et puis, c'est la capacité aussi à inspirer. Donc ça, c'est du charisme. Ce que les études montrent aussi sur le charisme, c'est l'aspect... il y a d'ailleurs un chercheur qui donne des conseils pour être perçu comme étant plus charismatique. Et en fait, une de ses premières études montre que le charisme, peu importe des fois le message qu'on délivre, il y a l'aspect physique. Le fait l'aspect de la beauté, quoi, sur le charisme. C'est un des premiers éléments. C'est pour ça que c'est important de prendre du recul sur le charisme et sur le message qu'on veut délivrer. Donc oui, le charisme, c'est une des composantes du leadership. Il y a plein d'autres composantes pour fédérer et influencer autour de soi. Voilà. D'accord, super. Alors, c'est une des premières fois où je ne vais pas être tout à fait d'accord avec toi, ça. D'accord. Bien, ça c'est des débats. Parce qu'effectivement, pour moi, le charisme, ça fait partie de la personnalité. Je pense qu'on a tous du charisme, plus ou moins développé, dont on va prendre plus ou moins conscience, et qu'on va développer par la confiance en soi et le travail qu'on peut amener dans sa posture personnelle. Et que je pense qu'on a tous du charisme, mais on n'est pas tous des leaders. Et qu'effectivement, on peut devenir leader au fur et à mesure et on peut développer notre processus charismatique, mais j'en fais pas, alors perso, mais j'en fais pas du tout un élément du leadership. Je pense qu'il y a des leaders, et ça tu te disais, qui ont un charisme pas très développé et qui sont des gens qui sont capables de leader des systèmes de façon extraordinaire. Et puis d'autres et le contraire. Donc, je ne le mets pas comme étant un paramètre du leadership. Pardon, hein. Non, il n'y a pas de souci. En fait, nous, pour les chercheurs, en fait, c'est qu'on a différents modèles de leadership et le modèle du leader charismatique est un modèle de leadership pour fédérer, influencer, en fait. Donc, c'est un des modèles de leadership. C'est un des modèles, voilà. Ça peut être. Comme le leadership transformationnel ou comme ce qu'on appelle le servant leadership, être au service de son équipe. C'est un des modèles de leadership. Donc, c'est que ça existe. Voilà. Oui. Non, je ne dis pas que ça existe, mais en fait, ça ne faisait pas un paramètre du leadership. C'est pour ça. Oui. Ça. Il y a une question qui a été posée, je trouve qui va un peu en tout cas dans ce questionnement-là, c'est est-ce que le leader doit forcément être quelqu'un qui convainc? Parce qu'il va emmener, mais est-ce qu'il doit convaincre ses équipes justement d'aller quelque part? Est-ce qu'il a ces capacités-là, ces compétences-là? Oui, je crois que c'est quelqu'un qui est un visionneur, qui est capable de raconter des histoires et de vous inviter dans son histoire. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois qu'on le partageait tout à l'heure avec vous, Sarah et moi, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner envie. Et évidemment, cette envie, elle va vous convaincre d'aller quelque part, parce que ça va venir impacter quelque chose qui va vous mettre en action. Et ça va venir travailler sur les convictions. Je crois que c'est ça, en fait, pour moi. Sarah, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, je pense que c'est souvent, peut-être que c'est associé de manière péjorative, convaincre, mais souvent, je discute avec pendant mes études, pendant mes recherches, je discute avec des collaborateurs et en fait, oui, ils sont tellement inspirés, convaincus, ils ont envie de suivre le leader et souvent, quand j'interroge le leader, ils s'en rendent même pas compte des fois.
Donc, en fait, des fois, il y a des leaders, enfin voilà, il y a des leaders qui se rendent même pas compte qu'ils arrivent à motiver, inspirer et faire transcender les gens. Donc, c'est effectivement cette capacité à transmettre quelque chose et à réveiller la petite flamme qu'il y a en quelqu'un pour se transcender et se dépasser, quoi. Alors, cet raisonnement, c'est en lien avec une autre question qui a été posée. Est-ce que c'est obligatoire d'être leader pour changer son monde? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est obligatoire de communiquer et de savoir communiquer pour effectivement emmener un collectif, une construction de coopération pour pouvoir changer et le monde et en même temps une entreprise ou un processus dans un contexte d'organisation d'entre société. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément du leadership? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un des paramètres importants, c'est la capacité de communication, la capacité de médiation, la capacité de transparence et la capacité d'honnêteté dans ce qu'on dit et de clarté. Et quand on met ça en place, du coup, on se dit, bah, tiens, ça s'apparente quand même à du leadership. Alors, oui, oui, Angélica. D'accord, bon, mais oui. D'accord. En fait, souvent, souvent l'association avec le leadership, des fois, quand notre représentation du leadership, on imagine quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'influence, et des fois, c'est perçu négativement, mais le leadership, c'est quelque chose de relativement simple. Enfin, voilà, comme David l'a dit, c'est le fait de partager, c'est le fait de communiquer avec les autres, de transmettre des informations. Donc, c'est pas quelque chose de gigantesque, en fait. Je pense, dans nos vies, tous, on fait preuve de leadership quand on regarde ce qu'on met en place autour de nous. Donc, voilà, je pense qu'il faut pas faire quelque chose de hyper grand du leadership. On fait tous preuve de leadership à un moment ou à un autre dans notre vie, quoi. Tout à fait d'accord avec vous deux sur ce point-là. Alors, il y a une question qui est très opérationnelle. Et vous évoquez la technologie avec des échanges pour une partie des personnes au travail, mais beaucoup de personnes travaillent dans des usines. Comment voyez-vous le rôle des leaders sur le terrain? Je crois encore, alors, pardon, hein, mais c'est assez redondant ce que je vous dis parce que peut-être aussi c'est mon orientation, mais c'est un leader sur le terrain dans un atelier, c'est quelqu'un qui va avoir de la considération pour chaque personne de son atelier, au fond. Et quand on a de la considération pour chaque membre, pour chaque opérateur de son atelier, ben on s'aperçoit que ça marche. Alors peut-être qu'il faut qu'on se dise qu'est-ce que ça veut dire considération? Ben, ça veut dire que je donne à chacun vraiment la preuve en termes de communication, en termes d'attention, en termes d'intention, de l'importance de sa présence dans le système dans lequel je suis en train de manager. Je crois que c'est juste ça. Et qu'on soit dans des grandes entreprises, dans des bureaux, peu importe, ou dans un atelier à une chaîne de fabrication, le processus, pour moi, est exactement le même. Super. Je suis tout à fait d'accord avec David. En fait, peu importe le contexte, peu importe l'environnement, à partir du moment où on va effectivement prendre en compte l'autre, le considérer, le faire grandir, le faire voir les choses différemment, le faire évoluer, prendre le temps d'avoir ce moment d'échange, de partage, eh bien, on commence un acte de leadership. Et qu'on soit dans une usine, ou qu'on soit en télétravail, ou qu'on soit à travers le monde, enfin, on dirait que beaucoup dirigent des équipes au Brésil ou ailleurs, bah, c'est ces petits moments d'échange qui semblent si anodins, qui créent beaucoup de relations humaines et cette synergie, cette construction, la synergie du collectif. Merci. Alors, une question qui est assez directe. Peut-on concevoir qu'un dirigeant n'est pas de leadership? Est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui qu'un dirigeant… Oui, on a des vrais exemples dans la vraie vie.
Non, on dira pas de nom, mais oui, je pense que effectivement, comme on le disait, c'est pas aussi simple que ça d'être un leader. Mais par contre, on a besoin de gens aussi qui savent diriger des entreprises, prendre la responsabilité d'une organisation, prendre des décisions qui sont des décisions compliquées et difficiles, et qui ne soient pas forcément dans un processus de leadership ou dans un processus de transformation de ces équipes. Par contre, un dirigeant qui ne serait pas leader, il aurait quand même la conscience de s'entourer de leaders. Ouais, ça c'est bien. J'aime. Sarah? Oui, je suis tout à fait d'accord, s'entourer de la force du collectif, la force de l'équipe en fait. Et puis, effectivement, si un dirigeant il pense qu'il n'a pas de leadership, enfin voilà, le point positif, c'est que ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe, si on en envie, c'est possible. Donc, et en fait, je pense que la problématique derrière ça, c'est est-ce qu'on fait confiance ou pas dans les autres, dans son équipe pour faire émerger, comme le disait David, d'autres personnes qui ont plus de facilité pour faire preuve de leadership et s'appuyer sur ses points forts pour impulser une dynamique et pousser l'équipe vers ce vers quoi on souhaite, quoi. Ouais, je crois, pardon, Angélica, je crois que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre dans une organisation qui marche bien, qui fonctionne bien, dans des équipes qui fonctionnent bien, c'est plutôt et. Voilà, c'est la capacité du manager ou des leaders qui n'est pas assez leader de comprendre qu'il peut s'entourer des personnes qui ont cette capacité. Ouais. C'est beaucoup en lien avec l'agilité. Le manager agile, leader, et rentre dans cette logique-là pour mobiliser l'équipe. Oui, et puis de faire confiance. Faire confiance, exactement. Alors, il y avait une question par là. Le leader, comment vous voyez le leader de demain dans la transition écologique? Ça me plaît. Est-ce qu'il y a une différence? Pas? Comment on va s'y prendre, en fait? Vous savez, je crois que un vrai leader, tel qu'on vient de vous le décrire avec Sarah, tel qu'on en parlait, c'est-à-dire qui aime l'humain, qui aime le contexte dans lequel il est, qui aime son environnement, est forcément porteur d'une attention particulière sur la transition écologique. De fait, enfin, peut-être que je me trompe complètement, mais je ne crois pas que quelqu'un qui soit dans tout ce qu'on vous a raconté depuis tout à l'heure, à l'encontre d'un accompagnement de la transition écologique. Donc, il sera même un acteur qui pourra aussi raconter une histoire pour emmener des équipes, pour aussi transformer l'entreprise dans laquelle il est ou l'emmener sur des processus de transition écologique. Je pense vraiment ça. Pas Sarah. En fait, je réfléchissais et je reprenais ma casquette de chercheuse avec mes concepts et mes définitions clés. Et en fait, dans la définition du leadership, il y a cette notion de vision, mais qui servent le bien commun, qui servent la communauté et qui ne nous servent pas à nous individuellement. Et donc, dans cette notion-là, implicitement, bien la notion de transition écologique, de notre responsabilité environnementale, de notre impact sur nos générations futures, ça fait partie du leadership parce que c'est dans la genèse même de la définition de ce qu'est le leadership. C'est un lien. Oui, c'est tout à fait un lien. Alors, il y a une question ici. N'a-t-il pas, en plus de la communication, la capacité à générer, projeter, accompagner dans la mise en acte, c'est-à-dire en parlant du leader? N'y a-t-il pas, en plus de la communication, la capacité à générer, projeter, accompagner dans la mise en acte? Alors, moi, si j'ai compris la question, en fait, du coup,
nous, les chercheurs, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on sait notre vision, une fois qu'on sait quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on veut aller, il faut mettre en place son plan d'action. Et son plan d'action, il doit être fait sur du long terme. Donc, nous, on parle de 5 ans et sur du court terme, là, demain, comment vous allez agir. Et donc, en fait, il va falloir mettre en place son plan d'action. Parce que les études montrent aussi, c'est important d'avoir des petites victoires pour justement nourrir cette satisfaction dans ce long cheminement qu'est le leadership. Mais si vous voulez commencer à faire preuve de leadership, posez-vous quelques instants, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, quelles sont vos valeurs, quelle est nous on appelle ça notre mission, quoi. Quelle est votre mission, quel est le sens que vous voulez donner à votre action, et ensuite commencez à avoir votre plan d'action sur 5 ans, après 3-4 ans, puis 1 an, 6 mois et demain, quoi. Et ensuite, mettez vos petites actions que vous pouvez mettre en œuvre et puis regardez ce que ça va donner, regardez l'impact que vous allez avoir sur les autres, analysez en fait, il faut prendre du recul. On a souvent la tête dans le guidon, on doit gérer le quotidien, etc. Là, c'est de prendre le temps pour soi, pour se comprendre et pour analyser son processus de fonctionnement. Voilà. Et je crois qu'effectivement, en fait, dans ce processus de leadership, ce qui est aussi quelque chose d'important et qui est au fond pas si simple, c'est que le leader, à un moment donné, il doit savoir se retirer. Et pour la mise en action, je crois qu'à partir du moment où, comme le dit Sarah, la vision est claire, les plans d'action sont parlés, communiqués, partagés entre tous, en fait, le leader doit savoir se retirer pour laisser son équipe fonctionner en toute confiance. Et c'est très difficile. C'est là où on voit qu'il y a encore des pas à faire dans le leadership. Parce que il y a cette ambiguïté entre management et leadership. Et puis, évidemment, j'ai bien inspiré tout le monde. J'ai donné une belle vision, j'ai raconté une belle histoire. Tout le monde est super content, tout chaud pour entrer dans les plans d'action. Et puis j'ai quand même envie aussi de faire quelque chose. Et du coup, je lâche pas trop le gouvernail. Or, dans ce rôle de leader, il faut aussi qu'il y ait cette conscience que à partir du moment où j'ai inspiré l'énergie de faire quelque chose, il faut que je sache me mettre en arrière et laisser l'équipe, les équipes, les gens qui sont portés pour les plans d'action faire ce qu'ils ont à faire. Mais, écoutez, ça nourrit la suite de tout ceci. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a une question gigantesque pour toi, Zara, qu'on n'aura pas le temps de développer, puisqu'il y a quelqu'un qui te demande si tu peux nous donner une définition complète de leadership. Et, alors là, ça va être un petit peu long, je pense. On arrive à presque à la... Peut-être Sarah peut le mettre sur le chat, la définition complète. Oui, la définition que tu avais donnée. Oui. Et je vais dire, pour continuer à nourrir ce débat, puisqu'on a d'autres questions, peut-être qu'on a le temps de répondre à une question qui était relative à la gouvernance. Ouais, la double gouvernance, là. Tu l'as vu par là, c'est mettre en place dans les structures peut-être une double gouvernance pour éviter une chute en cas d'arrêt du leader. Qu'en pensez-vous? Je comprends par là qu'il y a une double gouvernance dans le sens où le leader ne marche pas, qu'il y a une sorte de manager un peu plus transactionnel que transformationnel. Je ne sais pas juste que c'est ça. Par essence, je me méfie des processus bicéphales ou tricéphales dans les organisations. Je crois que dans une organisation qui va bien, il y a un patron, il est manager ou des leaders, en tout cas, il y a un dirigeant qui va diriger. Et une de ses tâches majeures, c'est de savoir organiser peut-être les processus de leadership de l'ensemble de son organisation. Alors, est-ce que pour ça, il faut qu'il soit en double avec un leader?
je ne suis pas si sûr que ça. C'est des travers qu'on rencontre aujourd'hui pas mal d'entreprises où on double, on a un manager, on a un responsable, ou on a un hiérarchique opérationnel avec un hiérarchique fonctionnel, plus un double rattachement à tel ou tel système. Et on empile comme ça des processus qui font perdre et la notion de management et la notion de leadership. Je crois qu'il faut rester simple. Super. Merci. Sarah, si tu as un petit point là-dessus? Ben, oui, en fait, je pense comme David, en fait, je pense que chacun doit trouver sa place et de se questionner pourquoi est-ce qu'on met en œuvre ça. Ça veut dire qu'il faut se questionner derrière ce process, en fait. Pourquoi mettre en œuvre ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manque de leadership. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'accompagner pour justement développer ces compétences-là? Enfin, je pense qu'il faut se questionner sur pourquoi mettre ça en œuvre et quelle est la finalité, en fait. Donc, je pense que voilà, on l'a vu, le leadership, ça peut s'acquérir, ça peut se développer. Et puis aujourd'hui, dans une situation donnée, on peut être perçu comme manquant de leadership. Et dans une autre situation, bah, voilà, on peut davantage faire preuve de leadership et avoir des idées inspirantes. Donc, je pense qu'il faut se questionner sur pourquoi mettre en œuvre ça. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre webconférence. Stéphanie, un dernier mot à chacun. Juste, je voudrais juste dire à notre public que si tout ceci vous paraît inspirant, vous êtes intéressé à poursuivre ces échanges, nous avons un prochain épisode en live. Ça sera à La Rochelle le 26 novembre. Il y aura de leadership, mais il y aura d'autres choses aussi. Donc, n'hésitez pas à venir, à vous inscrire. On est vraiment dans cette lancée de transformation des organisations, et nos organisations ne peuvent pas se transformer si nous, on ne se transforme pas. Les mots de la fin, qui c'est qui veut commencer? Écoutez, je crois que comme ça, je vais laisser la parole à Sarah en dernier. On va jouer effectivement les gens. Je crois qu'aujourd'hui, plus que toute autre époque que nous avons pu vivre, on a besoin de la prise de conscience du leadership, et que, au fond, chacun aille puiser dans ce qui est inné chez lui du leadership et ait envie de le développer, parce qu'à chaque fois qu'il y aura cette envie de développement, il y aura un pas vers l'autre, un pas vers l'humain, un pas vers quelque chose qui sera plus fluide. En tout cas, moi j'y crois beaucoup et j'œuvre aussi pour ça. Sarah? Je suis d'accord avec David. En fait, l'environnement dans lequel on évolue, la crise du Covid, cette 4e révolution industrielle, les attentes des nouvelles générations font émerger encore plus que jamais un besoin de leadership, un besoin d'inspirer, un besoin de placer l'humain, les attentes de l'autre, se positionner différemment, voire différemment. Donc, il y a un besoin de leadership qui est vraiment très important. Donc, voilà, faut en prendre conscience, il faut s'en emparer et rester positif, parce que voilà, ça s'apprend, ça se développe, ça s'acquiert, c'est le marathon. Donc voilà, je vous souhaite à tous de belles histoires de leadership. Et Stéphanie, le mot de la fin pour clôturer? Et moi, j'ai envie de remercier chaleureusement Sarah, René, David, parce que c'est très inspirant tout ça. Et puis, je suis d'accord avec eux, tout ce qui est en train de se passer au niveau sociétal est très intéressant. On vit une époque magnifique, je trouve, en tout cas au niveau de la transformation. Et puis, moi qui suis très intéressée par les neurosciences, je trouve que justement, en plus, on nous l'explique. C'est-à-dire que grâce aux neurosciences, on comprend plein de choses qu'on ne comprenait pas, enfin, qu'on intuitait auparavant, et maintenant, on est capable justement de percevoir les choses avec des scanners et des IRM, et je trouve ça absolument extraordinaire.
Et pour ça, on vit une époque formidable. Et je trouve que je fais un métier formidable, justement d'aider les uns et les autres à devenir des leaders, quoi. C'est ça, d'être tellement… Voilà. Tout à fait. Et moi aussi, c'est un métier formidable, c'est l'agilité, parce que ça combine l'ensemble des paramètres de tout ce qu'on a évoqué. C'est fabuleux. Ouais. Donc, merci beaucoup, merci à vous tous. Il va falloir qu'on arrête. Et puis, à très bientôt. On va vous envoyer la présentation. Et puis, on vous attend à la prochaine. À La Rochelle. À bientôt à La Rochelle, à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Allez, La Rochelle, hein. À La Rochelle. La Rochelle joue. Ah ouais, oui, aussi. Alors, Oui, oui. allez, La Rochelle. En fait, non, allez Toulouse. Ah non. Je viens d'avoir le débat en interne et je me suis imposé comme leader charismatique. Hein. Très bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Au revoir, merci. Au revoir.